Et si on faisait le point sur l'impact environnemental de l'activité du numérique? Cette semaine, on se refait quelques ordres de grandeur en allant du streaming à l'IA. Parlons. User Testing, leader mondial du test utilisateur à distance, sponsor de Parlons Design, vous propose d'essayer gratuitement leur plateforme afin de tester votre interface grâce au lien en description. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter impact écologique du numérique. Récemment, j'ai lu le rapport Let's Bend the Curve je me suis dit que ça valait le coup qu'on en discute ensemble, qu'on en fasse un petit épisode résumé. Alors ce rapport, bien évidemment, le lien sera en description du podcast. C'est un rapport qui combine des sources assez multiples pour se rendre compte de l'impact du numérique sur la consommation électrique et au final l'empreinte carbone. Alors forcément, comme toute estimation de l'impact du numérique, ça reste toujours approximatif, il y a des façons de calculer différentes, il y a une multiplicité de paramètres à prendre en compte, les sources d'énergie, même des services très similaires peuvent avoir une empreinte très différente. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des ordres de grandeur et surtout de voir, finalement nous en tant que designers, sur quoi on peut agir, pour réduire l'impact finalement des services sur lesquels on travaille. Alors premièrement, dans ce rapport, il y a un premier outil assez cool qui permet d'estimer son propre impact en tant qu'usager. Donc ça prend en compte 5 secteurs: le streaming vidéo, l'utilisation de l'IA, le nombre de requêtes qu'on lui fait, la quantité de messages qu'on envoie, la quantité de recherches, alors Google, en tout cas recherche, internet qu'on va effectuer et la quantité de mails envoyés. Moi, j'ai rempli, mes paramètres de manière, relativement, fiable, et ça m'a donné l'estimation suivante: mon impact via le numérique sur, les émissions de CO2 est de 78 kilogrammes d'équivalent, CO2 par an, ce qui représente environ 305 kilomètres de voiture essence. Alors, on voit que c'est à la fois significatif, mais en même temps, faible. 305 kilomètres de voiture, ça peut se faire finalement en une journée, pour certains, en tout cas, dès qu'il y a un voyage un peu long en voiture. Et en même temps, voilà, c'est pas négligeable, c'est pas, 2 bornes en voiture, c'est quand même un trajet, conséquent, rien que par mon usage d'internet. Et ce qui est un petit peu flippant surtout quand on va venir voir cette estimation, c'est qu'on voit que, clairement mon impact carbone, il est massivement l'idée par le streaming vidéo et l'IA. Or, c'est 2 économies qui sont clairement en croissance. Le streaming, on voit que Netflix, Disney+, et cetera, ils ont peut-être achevé leur courbe de croissance, mais par contre, on voit qu'il y a des outils comme YouTube notamment qui deviennent de plus en plus forts sur la télé et qui vont donc consommer de la bande passante sur des durées plus longues. Et bien évidemment, l'IA, en explosion, ces dernières années et qui représente déjà, en tout cas dans mon bilan à moi, une part importante des émissions. Donc on peut se dire que malheureusement, on va pas sur une réduction, au vu de ce qui a le plus d'impact énergétique et donc il faut également se poser les bonnes questions là-dessus. Si on dézoome un peu et que j'arrête de regarder à mon propre niveau, les statistiques au niveau, planétaire. Aujourd'hui, c'est environ 5,5 milliards d'utilisateurs d'internet. Alors là, pour le coup, il y a une croissance assez linéaire depuis les années 2000, mais depuis environ 2020, on commence à stagner, on commence à toucher un plafond. On est, un peu plus de 7 milliards sur terre et donc forcément, quand on a déjà 5,5 milliards d'utilisateurs d'internet, il reste plus grand monde, à aller récupérer. Voilà, là, on est quand même arrivé à relativement un plateau, ça continue à croître, mais très légèrement. La donnée qui, en parallèle, elle est un petit peu plus, flippante, c'est que le trafic internet, lui, en 2 ans, entre 2020 et 2022, a augmenté de 50, alors que, le nombre d'utilisateurs a pas augmenté, aussi rapidement sur ces mêmes années. Et on peut constater globalement une croissance assez exponentielle de la quantité de données consommées. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2022, on a fait plus 50, mais entre 2022 et 2024, on a presque fait plus 50 également. En tout cas, d'après les estimations proposées sur Let's Bend the Curve.
Donc, on voit que cette consommation, cette quantité d'usage d'internet, elle, est en croissance très, très importante. Et bien évidemment, c'est pas le nombre d'utilisateurs qui va impacter la consommation électrique. C'est plutôt l'usage, la quantité de trafic de données qui va, impacter la consommation d'électricité. Et on voit qu'on en est arrivé aujourd'hui à un niveau où, internet au global, ça consomme plus d'électricité qu'un pays comme le Brésil, en tout cas en 2022. Et le Brésil, consomme déjà plus qu'un pays comme la France, donc internet au niveau mondial, ça représente plus que la France en termes de consommation électrique. Et là aussi, on est sur une augmentation assez importante d'année en année. Sur les 10 dernières années, on est sur une augmentation de 20 par an. Donc ça veut dire que, tous les 5 ans, la consommation d'électricité d'internet fait fois 2 environ. Et donc, clairement, c'est quelque chose qu'on va devoir, réduire ou en tout cas trouver une solution parce que dans beaucoup de pays, consommation d'électricité, veut dire importante émission, de CO2, même si bien évidemment ça va dépendre de plein, plein de facteurs. Et enfin, pour terminer sur cet aspect, overview global, internet, dans le monde, c'est aujourd'hui 3,2 de l'électricité consommée dans le monde. Donc c'est tout à fait important, sachant qu'en 2007, c'était seulement 1,3 de l'électricité consommée dans le monde. Donc on voit une nette, augmentation et une part non négligeable de la consommation électrique mondiale. Alors, c'est, assez impressionnant tous ces chiffres, mais d'où viennent, tout simplement, toute cette consommation d'électricité et toutes ces émissions de CO2? Ça vient de 3 pôles principaux. Les data centers, donc c'est vraiment les serveurs qui vont faire tourner, les sites, tous les services qu'on consomme. Le réseau, donc la transmission de la donnée entre le data center et vous. Et enfin, nos appareils, ordinateurs, téléphones, et cetera. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les émissions sont équitablement réparties entre ces 3 pôles. On est environ à 33 des émissions qui viennent des data centers, 33 qui viennent du réseau et 33 qui viennent de nos appareils, à 1 ou 2. Donc on peut pas dire qu'il y a un coupable. Les 3 morceaux de la chaîne ont leur importance. Mais par contre, leur, impact sur les émissions de CO2 va se situer à différents endroits. Typiquement, pour un téléphone ou un ordinateur, 50 des émissions qui sont reliées à cet appareil vont être dès la création, c'est-à-dire la création de l'objet, du produit en tant que tel va beaucoup émettre et ensuite 50 de ces émissions va être plutôt à l'usage, principalement en le rechargeant. Donc on voit que, on a des appareils où finalement rien que le fait de les acheter, ça représente une part importante de leur impact carbone. Là où, sur les data centers et les réseaux, seulement 20 de leur impact carbone vient de la fabrication du data center ou de réseau et 80 viennent de l'usage. Donc finalement, on a des objets qui sont, consommateurs, bon forcément à la création parce que c'est des gros éléments, mais où la majeure partie de leur empreinte carbone va être faite à l'usage et du coup, c'est potentiellement des choses aussi qu'on peut réussir à réduire de manière, plus continue et qui auront un impact vachement plus durable. Donc voilà, finalement, faire durer ces appareils électroniques, c'est déjà une très bonne pratique pour pouvoir réduire les sources d'émissions au global d'internet. Parce que, rien que leur fabrication a un coût et ça veut dire qu'il faut pas les gâcher derrière. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour pouvoir, réduire, l'impact électrique et du coup, derrière l'impact carbone, d'internet? Alors, la première re chose qui vient, avec ce rapport, c'est, regarder le type de serveur qu'on va utiliser, qu'on va acheter pour déployer nos services. Forcément, il faudrait favoriser les serveurs carbone neutral, les serveurs qui utilisent des énergies vertes ou qui sont dans des pays avec, un impact carbone de leur, source électrique relativement faible, voire aujourd'hui, il y a des data centers qui proposent du réusage de la chaleur produite afin de chauffer des logements. Tout ça, c'est super dur forcément, à analyser, pour nous, simples, créateurs, on va dire, sur internet. Mais heureusement, il y a un score qui s'appelle le score PUE pour Power Usage Effectiveness, qui est calculé normalement par, l'ensemble des providers de data centers et qui permet, d'estimer l'efficience énergétique d'un data center. La meilleure note qu'on est censé pouvoir avoir, c'est 1.
Ensuite, plus le score va être important, plus ça va être mauvais, c'est-à-dire peu efficient et très consommateur. Il semblerait d'ailleurs d'après le report qu'on puisse descendre même en dessous de la note de 1, c'est-à-dire être complètement neutre en carbone. Et ça, notamment, ça peut être si le data center utilise uniquement des énergies vertes et fait du réusage de la chaleur produite par le data center afin de chauffer des logements. En tout cas, favoriser des serveurs avec un PUE très bas, ça va être finalement ce qui aura potentiellement le plus d'impact sur la finalité de l'impact carbone du service que vous proposez à vos utilisateurs. Une deuxième chose qui peut être assez intéressante, à l'heure, où on parle beaucoup d'IA en ce moment, il conseille de choisir des heures optimales pour effectuer des grosses tâches, typiquement l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'éviter de surcharger le réseau électrique sur des heures où il est déjà surchargé et de plutôt faire tourner ces tâches importantes à un moment où, le réseau est peu chargé et à un moment où le réseau a beaucoup d'énergie, verte afin forcément de limiter les émissions liées. Donc ça, c'est vraiment la partie data center. En tant que designer, on a rarement de la voix là-dessus, mais en tout cas, sachez que c'est une mesure qui existe, ce score PUE. C'est une mesure qui est, à mon sens, peu connue et qu'on peut essayer de pousser, qu'on peut essayer d'ouvrir dans les discussions pour finalement faire tendre des réflexions à ce sujet-là. La deuxième chose en termes d'action qui va être importante finalement, c'est les choix technologiques. Quel langage de développement va être utilisé, quel framework, quelle librairie. Le plus léger est souvent le plus efficient. Sur des changements de langage, ils constatent dans le rapport Let's Bend the Curve que utiliser Rust au lieu de un autre langage dont je me rappelle plus, pour gérer un data center, ça peut réduire jusqu'à 50% la consommation électrique du serveur. Donc on voit que c'est des chiffres complètement hallucinants. Et globalement, sur tout ce qui est framework, WordPress pour gérer des sites, Next.js pour tout ce qui est React, etc., souvent ça va être des gros frameworks qui vont faire beaucoup de choses en plus de ce qu'on a vraiment besoin et du coup être moins efficients que des frameworks plus légers. Donc souvent, le plus petit, le plus adapté à notre cas d'usage, c'est ce qui va être le plus efficient. Et enfin, on pourrait se poser la question dans cet épisode, le design éco-conçu dans tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement ça a de l'impact ou pas tant que ça? Alors clairement, sur des sites à haut trafic, l'éco-conception peut avoir un impact significatif. En fait, en réduisant la quantité de données qui doit être transmise, on vient réduire la consommation électrique du réseau et un petit peu également le travail des data centers et de l'appareil final. Et donc, on vient réduire au total la consommation électrique. Bien évidemment, si vous êtes sur des sites à très bas trafic ou à petit trafic, l'impact sera bien moindre. Parce qu'en fait, l'impact de ces pratiques d'éco-conception, elle va se démultiplier avec le nombre d'utilisateurs. Pour autant, c'est utile. Donc ça va commencer par compresser et réduire les assets, typiquement les photos et les vidéos. Toujours se poser la question de est-ce que j'ai besoin de cette animation 3D incroyable, mais qui va télécharger beaucoup de documents pour le faire tourner, qui va demander beaucoup de puissance à l'ordinateur ou à l'appareil qui va devoir faire le rendu 3D, etc. Ou est-ce que je peux pas le simplifier pour un simple outil ou une simple illustration SVG? Ça va être quelque chose d'important. Pareil, réduire la quantité de rafraîchissement automatique et le préchargement des pages, ça va permettre de consommer moins de données et donc de consommer moins d'énergie. Et pareil, finalement, on va pouvoir encourager les utilisateurs à un usage conscient par des patterns de design, comme proposer un mode veille, mode économie d'énergie, ou des recommandations adaptées pour pouvoir réduire cette consommation-là. Alors, en conclusion, ça va être un petit peu décevant, mais j'ai envie de dire que l'éco-conception au niveau design, c'est cool, mais c'est clairement pas suffisant du tout. Premièrement, on doit être, nous, en tant que créateurs du numérique, exemplaires dans notre usage du numérique. Et ça commence par garder ses propres appareils numériques longtemps, les faire durer, optimiser leur durée de vie en leur donnant peut-être une deuxième vie après que nous, on les ait utilisés, et si ce n'est pas le cas, aller les faire recycler, les amener au bon endroit pour que, on puisse retirer de la valeur de ces appareils et pas juste les laisser au fond d'un placard. Le deuxième point sur lequel on peut agir,
pareil, tout en étant exemplaire, c'est dans nos usages. Se rappeler que nos usages ont de l'impact. Le streaming vidéo qui tourne en fond pendant qu'on fait autre chose, bah clairement, c'est pas optimal parce que on sait que c'est des services qui ont une grosse consommation de bande passante et du coup un gros impact sur les émissions de CO2. Et donc mieux vaut éviter le streaming vidéo en arrière-plan et préférer peut-être du streaming audio qui a un impact bien moindre ou voir des éléments déjà téléchargés qui auront beaucoup moins d'impact. Et donc ça va être dans nos usages, mais également dans les produits qu'on design. Inclure ou non ces technologies dans nos produits ont de l'impact. Si je décide dans mon produit d'avoir une vidéo qui tourne tout le temps en fond, j'ai un impact qui est décuplé, encore une fois. Si je décide dans mon produit d'inclure de l'IA partout, bah, je sais que potentiellement ça a un coût énergétique important et que du coup j'augmente le coût énergétique pour tous mes utilisateurs. Et enfin, bah, les choix technologiques ont de l'impact. Favoriser des data centers à faible PUE, bah, c'est quelque chose qui va être positif parce que déjà ça va réduire l'impact direct de votre service et puis ça va encourager les boîtes qui proposent des data centers à construire des data centers faible PUE parce qu'il y a une demande pour ça. Donc voilà, l'ensemble de ces pratiques peuvent aider, le design éco-conçu est une partie de ça. Malheureusement, c'est vraiment le dernier petit maillon de la chaîne, et à mon sens, il y a d'autant plus, intérêt à être bon sur les aspects qui sont vraiment forts, les usages concrets, les data centers et bien sûr, mettre la main à la pâte avec le design éco-conçu, mais l'un ne peut pas se faire sans le reste, voilà. Alors, je serais ravi clairement d'avoir votre analyse à vous et vos propositions pour Bend the Curve comme il propose dans ce rapport-là. J'espère que ça vous a intéressé. C'est un petit résumé, bien évidemment, si vous voulez avoir tout le détail, il faut aller voir le rapport en tant que tel. Et d'ailleurs, l'épisode n'aurait pas été possible sans ce rapport, donc le lien est dans la description. Si vous voulez plus de contenu de la sorte, j'ai une petite newsletter qui s'appelle Partage en Design, c'est complètement gratuit. J'y avais partagé le rapport Let's Bend the Curve il y a quelques mois. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà, des ressources autour du design et du numérique partagées à la main toutes les semaines, c'est la newsletter Partage en Design. Le lien est également en description. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut! Parlons design. Parlons design. Parlons design.